Alors, ce qui frappe dans toutes ces productions, c'est désormais la signature scénique de ces spectacles, n'est-ce pas? Désormais, les metteurs en scène prennent le haut du pavé par rapport aux auteurs. L'image l'emporte presque sur le texte, non? Alors, comment peut-on caractériser ces innovations dans les années 80? Alors, dans les 80, l'impression qu'on a, c'est d'une part, vous aurez, du point de vue des auteurs dramatiques, une sorte de repli, dit-on, sur le personnage singulier, sur l'intime, sur le moi, donc après les grands éclats des années 70. Mais en même temps, les metteurs en scène vont aussi prendre de l'envergure. Je parlais d'André Brassard à propos des Belles-Sœurs. Vous en aurez d'autres ici qui vont se déployer. On pense à Jacques Crête à l'Escabelle, par exemple, Gilles Maheu à Carbone 14, Robert Lepage au Théâtre Père et puis à Ex Machina, Denis Marleau au Théâtre Bus, Serge Noncourt, Brigitte Henkins fait alors ses débuts en Ontario avant d'arriver à Ottawa puis à Montréal. Donc on en aura ici plusieurs. Quelques-uns vont s'adonner à l'écriture, on pense à Jean-Pierre Ronfort, mais toujours pour mettre en valeur le caractère scénique contre le caractère littéraire des écrivains, des auteurs dramatiques. Alors, dans le cas de Ronfort, on aura forcément son Vieux mort du roi boiteux en 1980, au début des années 80, qui est une série de 6 pièces qui jouait en rafale, donne à peu près 15 heures de représentation en extérieur, donc avec le public. On aura donc le Rail de Gilles Maheu aussi qui sera de la même façon, ou Robert Lepage qui commence à écrire lui-même en collectif aussi avec la trilogie des Dragons en 1987. Et parallèlement à toutes ces avant-gardes et à ces auteurs déjà connus, émerge aussi, Lucie, je crois, une nouvelle génération de dramaturges plus jeunes. Qui sont-ils et comment se démarquent-ils? Alors, on a très rapidement saisi l'importance de 3 ou 4 de ces auteurs, en particulier René Daniel Dubois, qui écrit Being at Home with Claude en 85, Normand Chaurette, qui va continuer dans la traduction, mais qui à ce moment-là fait jouer Provincetown Playhouse au début des années 80. Michel Marc Bouchard, dont les Feuillettes sont créés en 1987. On pense à Jorette Marchesso avec la saga des Poules mouillées en 81. Mais on aura aussi, dans cette décennie des années 80, les premiers écrivains qui vont mettre en valeur le caractère multiculturel du Québec. On pense à Marco Micone, par exemple, Jean du Silence, ou à Blafaroud, quand j'étais grande, Victoria Rossi, chez les anglophones, pour Scarpone. Et, et on aura aussi toute une série d'actrices de formation qui vont réclamer leur droit à l'écriture et à dire dans leurs propres mots. On pense ici à Julie Vincent qui fait créer Noir de Monde, dont elle reprend d'ailleurs récemment la suite en 2022. On pense à Paul Pelletier qui avait été une fondatrice du théâtre féministe et va écrire ses grandes pièces fin des années 80, début des années 90, Joie, Océan, Art, sa grande trilogie. Les débuts de Carole Fréchette aussi, qui est une rescapée, si je peux dire, du théâtre des cuisines et qui va faire créer Baby Blues en 88 et La peau d'Élisa peu après. Alors, depuis les années 90, peut-on distinguer de grandes tendances dans les productions, dans l'écriture dramatique? Si probablement qu'un spécialiste plus intéressé aux questions de mise en scène aurait une vision différente de la mienne, moi je connais surtout le théâtre pour l'avoir fréquenté un peu, mais pas pour l'avoir pratiqué beaucoup dans ces années, et pour l'avoir lu. Alors il me semble qu'il y a quand même un certain nombre d'auteurs qui se démarquent, un certain nombre de pratiques qui se démarquent, et je pense que la relecture de l'histoire prend une certaine importance. Je pense au travail qui a été initié par Cabaret Neige Noire dans les années 80, le célèbre cabaret mis en scène par Jean-François Caron, Dominique Champagne, Jean-Frédéric Messier et Pascal Raffi, qui avait connu un immense succès aussi. Je pense au théâtre de Daniel Danis, au théâtre de Larry Tremblay de Dagenfrey ou encore son Abraham Lincoln qui va être repris la saison prochaine. Abraham Lincoln va au théâtre, qui revient sur ces questions-là. Je pense à tout le théâtre de Wajim Mouawad, qui est sur la question de l'héritage des traumatismes antérieurs, avec Littoral, par exemple, Incendie, ou sa série, Le sang des promesses. Des autrices comme Dominique Parenteau-Leboeuf, qu'on voit peu sur les grandes scènes, mais qui est quand même assez prolifique et qui s'intéresse aux questions d'héritage. L'héritage devant notaire, par exemple, est le titre d'une de ses pièces. On pense à Yves Sioui, parmi les autochtones qui écrivent pour le théâtre, avec la conquête de Mexico, ou
ou des pièces fondées sur l'expérience inuit, c'est-à-dire Ukiamak, par exemple, l'adaptation d'une légende. Et on pense évidemment à Alexis Martin, qui consacre l'essentiel en fait de son travail depuis 20 ans, notamment avec sa trilogie L'histoire révélée du Canada français, de 1608 à 1998, qui avait été présentée, elle aussi en rafale. Lui, c'est un héritier de Jean-Pierre Ronfort. Ça va être aussi présenté en rafale sur 7 ou 8 heures, je ne sais plus, au Festival de théâtre Transamérique. Alors, une première lecture de l'histoire, la question des nouveaux réalismes aussi. Alors, je pense aux contes urbains d'Yvan Bienvenu ou Anne-Marie Olivier. Je pense aux questions d'hyperréalisme ou des questions qui sont relatives aux nouveaux médias sociaux, un nouveau mode de communication. Alors, le travail de Serge Boucher, François Archambault, Olivier Choignard, par exemple, Sébastien David ou Guillaume Corbeil. Je pense aux nouvelles écritures de filles, Annick Lefebvre, Sarah Bertium, Rebecca Doras, Fanny Britt. Donc, il y a ici toute une série de nouvelles préoccupations féministes, mais d'une génération plus jeune. La question d'explorer la frontière entre la réalité et la fiction, ou le rôle de la parentalité chez Evelyne de la Chenelière, depuis des fraises en janvier jusqu'à l'imposture, mais aussi avec du théâtre en famille, qui était assez extraordinaire de ce point de vue. Et le théâtre documentaire, je pense qu'il est destiné à rester. Et là, c'est des pièces extrêmement récentes. C'est celle de Christine Beaulieu, par exemple, et son travail J'aime Hydro, qui est une série de 5 pièces, elle aussi présentée en rafale sur 4 heures. Ou encore le travail d'Anaïs Barbeau-Lavalette dans le quartier Schlager-Maisonneuve à Montréal, qui présentait une série comme Pôle Sud il y a quelques années. Alors, je pense qu'il y a des tendances ici de ce point de vue-là. Il faudrait aussi ajouter toutes les tendances scéniques nouvelles. Je pense à Chouanière et ses déambulatoires, où le spectateur part avec un balado qui lui fait visiter la ville ou certains quartiers où se trouvent des moments de représentation plus isolés. Donc, il y a des choses un peu